Hmm. Bon, bah déjà, je crois qu'on a confirmation que l'actrice qui joue Ruby Rouge n'était pas dispo pour cette saison. Hein? C'est déjà que c'était légèrement dommageable avant, là c'est vraiment c'est vraiment criard et très dérangeant par rapport au fait que bon, dans cet épisode tout le monde revient à Storybrooke et voilà, tout le monde est là pour les accueillir sauf elle. Hein, c'est extraordinaire quand même. Hmm. C'est là que je commence à ressentir certains petits soucis de cette série comparé à Lost par rapport à deux trois détails. J'aime beaucoup comparer cette série à Lost quand j'en ai l'occasion parce que c'est les mêmes créateurs et on sent quand même qu'il y a un peu leurs pattes, hein, on la sent leurs pattes. Et l'un des problèmes que j'aurais à dire, c'est que Lost, déjà, c'est mieux gérer son casting. Je dis pas qu'il le gère à la perfection, qu'il le gère à la perfection dans Lost, mais la plupart du temps, avec tous ces personnages qu'ils doivent gérer, très très rarement je me suis senti lésé ou déçus par rapport à leur choix de casting et aux personnages récurrents. Ils ont géré tout un tas de persos principaux et secondaires au fil de leur série de façon assez exemplaire, je trouve. Et là, on sent quand même que, en comparaison Once Upon a Time, c'est un tout petit peu moins, c'est un petit peu moins exemplaire et c'est tout petit peu plus discutable à certains points. Je veux dire, dans l'absolu, s'ils avaient eu un problème avec le personnage de Rouge, Ruby, ils auraient pu essayer de faire en sorte de la faire partir en prétextant quelque chose, en amenant ça de façon acceptable. Ça a été le cas pour beaucoup de personnages pour lesquels ils pouvaient plus trop avoir l'acteur. Ils ont réussi à gérer ça de façon acceptable dans Lost. Mais dans Once Upon a Time, bah, l'actrice qui joue Ruby, et ça va être pareil, quoi. On voit pas du tout Hurley, le géant Hurley qui est plus géant dans euh, dans cette saison, alors que lui aussi, je vois pas pourquoi il aurait pas pu être là pour les accueillir. Il y a beaucoup de personnages comme ça, on sent vraiment que c'est très dommageable qu'il ne soit pas présent. Alors que dans Lost, c'était vraiment beaucoup mieux géré à ce niveau-là. Cela étant, oui, le flashback d'aujourd'hui se centre sur Blanche-Neige et le prince charmant qui ont un rôle pas particulièrement important par rapport à d'autres dans l'histoire de cet épisode, mais bon, le flashback est sur eux et ça se passe à leur lune de miel juste après la menace de malédiction de la reine. Et donc, suite à ça, Blanche-Neige est un peu sur les nerfs, alors que le prince charmant veut qu'ils fassent leur lune de miel tranquille pour lui montrer qu'ils ne sont pas affectés par ça. Elle tient absolument à trouver un moyen de la vaincre assez vite, en entraînant le prince charmant, en essayant de le filouter un petit peu, en lui faisant croire qu'ils vont quelque part pour leur lune de miel, alors qu'elle utilise ça comme excuse pour son plan, mais il finit par vite voir le poteau rose et il la rejoint sans trop mal le prendre. Son plan étant d'aller capturer la méduse, lui couper la tête pour pouvoir l'utiliser plus tard pour pétrifier Regina. On sait exactement comment ça s'est passé, quoi. Ils vont avoir la tête, ils vont pétrifier Regina, et tout ira bien dans le meilleur des mondes après, évidemment. Hein. Donc oui, en se rendant dans l'antre de la méduse, ils finissent par se rendre compte qu'elle n'est pas si facile que ça à décapiter, cette femme. Et au bout d'un moment, le prince charmant finit par être pétrifié. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai tellement peur pour son sort. Va-t-il s'en sortir? Ou bien va-t-il y avoir un troisième frère jumeau pour le remplacer? Bob, cette fois, Bob. Non. Non. Donc, grande surprise, grâce au coup du miroir basique, Blanche-Neige parvient à vaincre la méduse, ce qui libère son chéri. Et elle finit par se dire que ouais, elle vivait dans la crainte parce qu'elle veut fonder une famille, elle veut pas pas avoir un enfant avec cette menace qui plane sans arrêt sur eux. Mais elle finit par se dire ok, mais il faut faut quand même avancer, etc., etc. C'est pas trop mal. En soi, c'est juste que de gros problèmes, déjà ultra prévisibles, comme je l'ai dit, je sais exactement que ça ne va aller absolument nulle part, ce truc-là, que le plan Médusa ira nulle part, et que
et, et que au final, ils feront rien de tel pour empêcher Regina de faire quoi que ce soit. Dans l'absolu, le mieux qu'ils auraient pu faire par rapport à ce flashback, c'est de faire en sorte que, ouais, Medusa, faire en sorte qu'ils aient pris la tête de Médusa, mais qu'ils ne puissent pas l'utiliser d'une façon ou d'une autre, et que ce soit remis sur le tapis dans le présent. C'est le meilleur truc qu'ils auraient pu faire, mais c'est pas le cas. Donc, c'est le flashback qui sert le plus à rien depuis le début de la série, je trouve. Honnêtement, ça n'étoffe pas particulièrement les personnages, ça ne fait pas du tout progresser l'histoire, ça n'ajoute absolument aucune couche autour des personnages. Même en termes d'émotion, il n'y a rien de sensationnel. À nouveau, hein, c'est pas trop mal en soi, ça s'écoute, ça se regarde, hein, c'est pas... Voilà. Voilà. Et le deuxième point qu'Arknos a dit en commentaire à un moment donné, que je commence à voir un petit peu depuis quelques temps, c'est que, mon Dieu, quoi, mon Dieu, tous les épisodes sont soit centrés sur Regina, soit centrés sur Prince Charmant ou Blanche-Neige, soit de temps en temps sur Rumpelstiltskin. Et les rares fois où c'est pas le cas, ça devient de plus en plus... C'est de plus en plus rare. Et encore, Rumpelstiltskin, je trouve que, étant donné qu'il a un rôle important, qu'il est lié à Peter Pan, ok, ça allait. Mais vraiment, des flashbacks autour de Regina et de Blanche-Neige et du Prince Charmant, ça commence un tout petit peu à devenir trop répétitif, trop fréquent. Là, ok, le Prince Charmant et Blanche-Neige qui continuent leurs petites aventures dans leur vie, dont j'ai déjà fait une bonne chronologie, je vois exactement ce qui s'est passé du début à la fin, quoi. Il n'y a plus rien à me dévoiler dans leur vie, que ce soit de Regina ou du Prince Charmant et de Blanche-Neige. À moins qu'au bout d'un moment, vous veuillez nous faire une espèce de grande révélation par rapport à un truc depuis tout ce temps, ce qui me surprendrait à ce stade, mais je, maintenant, je connais leur histoire, c'est plus très intéressant ces histoires-là. L'épisode précédent, même si c'était plutôt joli, c'est un peu pareil quoi. Autour de Regina, j'avais un peu compris ça par rapport à ses actes quoi. C'était pas non plus un flashback super indispensable. Celui d'aujourd'hui, c'est le plus dispensable que j'ai vu depuis le début. Et ouais, c'est là, quoi. Ça aurait pu ne pas être là, ça aurait été exactement la même chose. Hein, j'aurais ressenti exactement la même chose pour le reste de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, dans notre monde présent, tout le monde retourne à Storybrooke via le bateau. Il y a une scène que j'ai trouvée un peu ridicule juste avant qu'ils arrivent, c'est-à-dire, c'est 10 secondes avant qu'ils arrivent, qu'ils reviennent, Ariel rencontre Eric pour la première fois. 10 secondes. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, quoi, c'est que maintenant qu'elle se décide à aller le voir. Ouah, timing, c'est pour arranger la mise en scène, quoi, petit détail. Et puis, c'est juste pour avoir un beau moment entre eux, mais après, on la voit plus du tout, Ariel. C'est juste ça sent juste le truc, histoire de dire, voilà, c'est bouclé, Ariel. Elle aura plus aucune importance, Ariel et Eric sont contents, sont heureux dans leur coin, merci, au revoir. Voilà, une autre paire de personnages dont on n'aura plus associé. Et donc voilà, il y a nos personnages qui rentrent et tout le monde est content. Il y a certains personnages qui se retrouvent. J'aime bien ces moments de retrouvailles, etc. C'est plutôt joli. J'ai un faible pour ce genre de truc, donc ça passe très bien pour moi. Ça, c'était très beau. Clochette finit par retrouver la Fée Bleue dans une scène ultra expédiée, l'histoire de dire que voilà, ils se sont retrouvés. Voilà, donc en gros, voilà ce qui se passe. Clochette, accompagnée de Regina, vient voir la Fée Bleue et lui demande de lui rendre ses ailes. Mais étant donné que Clochette n'arrive pas à faire briller la poussière, la super poussière de fée avec d'elle-même tout le temps, parce qu'elle peut y arriver de temps en temps mais pas tout le temps, la Fée Bleue lui dit « Oh, tu crois pas assez en toi, donc je te fais pas. » Je te fais pas. Voilà. J'ai tellement envie de... J'ai tellement envie d'apprécier ce personnage sur le principe, et bordel, tu ne m'aides pas du tout, série. Et puis ça va pas du tout aider du tout ce qui va venir ensuite. Euh... Enfin bon, quoi qu'il en soit, après la réunion de tout le monde, on a quelques petits dilemmes sentimentaux par rapport à Bellfire qui essaye de renouer avec Emma.
pour essayer de refaire un couple et être des parents pour Henry, tandis que le capitaine Killian Jones décide de lui laisser la main et de voir comment ça va se passer parce il sera toujours présent pour ramasser les morceaux au cas où ça ne marche pas entre eux. D'ailleurs, il y a une petite scène, je sais pas si ça va aller plus loin ou pas, où il fait des avances à Clochette pour un peu comme un lot de consolation pour le fait qu'il ne puisse pas voir Emma. C'est assez... ça fait un peu de peine pour lui, pour le personnage, légèrement pitoyable sur les bords. Et on voit aussi que Clochette n'est pas désespéré au point d'accepter ça. Donc voilà, ça pourrait être un développement intéressant si c'était poursuivi. Je sens que non, hein, mais ça pourrait être un développement intéressant si c'était poursuivi. Et, euh, et pendant tout ce temps, donc, Henry, qui n'est pas Henry, mais Pan dissimulé dans Henry, décide bon, déjà, voit Rumpelstiltskin enfermer la boîte de Pandore qui contient le corps de Peter Pan et l'âme d'Henry dans un coin que lui seul pourra ouvrir. Ah, je n'ouvrirai ça plus jamais. Ou alors peut-être dans 25 minutes, mais sans doute plus jamais. Peut-être dans 25 minutes, mais sans doute, très certainement, plus jamais je n'ouvrirai ça. Hein, mais peut-être dans 25 minutes. Henry, qui est très intéressé de savoir comment il va pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette nouvelle situation, lit un peu le livre de contes qu'Emma lui rend, et décide de manipuler un petit peu Regina en jouant les gentilles petites filles et les gentils fils qui veut être avec elle, qu'il aime, etc., pour la manipuler et pour pouvoir profiter de sa magie, de ce qu'elle aurait pu conserver dans son caveau où elle maintient tous ses objets magiques. Malheureusement, elle va pas lui faire visiter son caveau comme ça, donc il décide de relâcher son ombre. Enfin, c'est pas son ombre en fait, c'est une ombre, c'est l'ombre qui vivait déjà dans le pays avant lui. Donc, c'est pas techniquement l'ombre de Pan. C'est ça que je trouve bizarre, quoi. Donc, j'imagine que comme ils ont passé un pacte, je peux accepter qu'ils soient liés, mais ouais, on va dire l'ombre de Pan, mais c'est pas vraiment son ombre, quoi. Donc l'ombre, il libère l'ombre qu'il peut manipuler pour foutre un peu le pagaille et décider Regina à laisser aller dans le caveau pour le protéger de l'ombre. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait l'ombre comme grabuge pour amener toute cette pagaille et amener à ce que Pan se voit exaucé? Eh bien, elle retire l'ombre de la fée bleue, qui, semble-t-il, est morte maintenant. T'es pas censé avoir des pouvoirs magiques, connasse! Putain, elle se laisse faire comme une glandule. Ah, secours! Et elle se fait prendre son nom bêtement. T'es une fée, t'as des pouvoirs, merde! C'est quoi ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Ça aurait pu être n'importe quel personnage sans pouvoir ou avec des pouvoirs très minces ou un truc comme ça. Mais il a fallu que ce soit elle. Le personnage secondaire qui pouvait se défendre techniquement, mais non, quoi. Depuis le début de la saison, on la voit pas faire un seul truc magique, à part enlever ses ailes à Clochette, sinon rien. Putain. Donc ouais, je gardais un infime espoir qu'elle a survécu et qu'on aura peut-être une chance de l'avoir développée plus tard. Et ça me fait dire aussi que c'est foutu pour Owen, oui, parce que voilà, il est dans le pays imaginaire, inerte comme un con, son ombre, elle est insauvable apparemment, donc voilà, je garde un léger espoir pour la fée bleue. Peut-être que quand Peter Pan sera vaincu, détruit, ça ramènera toutes les personnes qui ont été privées de leur ombre à la vie, et qui sait, allez savoir, peut-être qu'Owen pourra réapparaître d'une façon ou d'une autre, j'y crois plus, quoi, j'y crois vraiment plus. Ça m'embête, ça m'embête, ça, quoi. Vous forcez des tonnes de flashbacks autour des mêmes personnages, alors qu'il y a des personnages secondaires qui sont là depuis le début, et vous leur donnez pas une seule chance de briller, d'être au centre de l'attention. Et si c'est une mort, ce qui a des chances fortes d'être le cas, c'est une mort de merde. C'est une mort de merde. Vous savez, le moment où à la fois je me suis moqué du fait que quand quelqu'un était mort, ils aient pris la peine de dire que c'était Gus, la souris Gus, qu'on avait vu genre
une fois ou deux avant l'épisode en question qui a eu absolument aucun impact. C'est-à-dire que c'est une mort importante. Je me dis, c'est quoi, je préférais largement que ce soit un truc comme ça, que ce soit plutôt qu'un personnage secondaire qu'on a vu plusieurs fois et qui me crève comme une merde sans qu'on ait plus de pensée pour ça. Ça, c'est le deuxième truc par rapport à Lost qui foire dans cette série pour moi. C'est-à-dire que là, dans Lost, il y a beaucoup de morts qui sont très marquantes. Même des morts de personnages secondaires qui avaient pas de qui n'avaient pas beaucoup d'histoire, ils ont réussi à rendre ça très fort en faisant des funérailles, etc., en montrant que ça, la peine que ça cause au personnage. Le premier perso à être mort, c'était Boone dans la saison 1, et bordel, c'était un gros morceau, hein. Ils s'en sont pas remis comme ça, paf, tout va bien, l'épisode suivant, on n'y pense plus. C'est resté ancré chez pas mal de gens. Là, dans la saison 1, après la mort de Graham, l'épisode suivant, on en parle quasiment plus de Graham. Il est mort, merde, on est passé à autre chose. Et voilà, la fée bleue, elle meurt comme une merde, on l'a à peine vue avant, et voilà. Foutage de gueule, foutage de gueule. Je déteste quand on traite les morts comme ça. C'est dingue, vous êtes les créateurs de Lost, vous savez mettre des émotions dans la mort de vos personnages récurrents. Qu'est-ce que vous foutez là? Sérieusement, qu'est-ce que vous foutez? Ah. Donc oui, tout ça, ça met Regina en alerte et elle décide de surveiller Henry en le protégeant dans son caveau pour que Pan ne puisse pas y pénétrer, hein, ironique, puisque en fait elle permet à Pan de pénétrer dans son caveau. Et pendant ce temps-là, Emma et compagnie, dont ses parents, oui, je vais rapidement parler de ce qui se passe pour pour Blanche-Neige et David. Oui, Blanche-Neige et David, ils ont décidé de partir pour avoir un bébé. Ils sont un peu là pour soutenir Emma par rapport au truc, au dur truc qui lui arrive. Et on apprend aussi que Rumpelstiltskin a fini son flacon et puis il a bu, tout va bien, etc. Voilà, à nouveau, ça c'est un autre truc qui m'a un peu... Bah, moi, c'est déçu, ça s'est résolu beaucoup trop facilement. Mais bon... Ok, bon, quoi qu'il en soit, ils décident tous de partir voir Rumpelstiltskin pour relâcher Peter Pan de la boîte de Pandore parce qu'ils se disent que malgré le fait que Peter Pan soit enfermé, sa magie a l'air de marcher encore, donc il doit encore faire quelque chose de l'intérieur de la boîte de Pandore. Mais en fait non. mais en fait non, bien ils finissent par découvrir qu'au final ce Peter Pan est en fait Henry suite à un dialogue plutôt joli avec sa mère. Un petit truc que je peux dire par rapport à ça quand même que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que souvent quand on fait ces intrigues d'échange de corps, c'est toujours un petit peu c'est toujours très difficile de faire passer que l'acteur devient un autre personnage. Il y a eu un exemple comme ça dans l'épisode, dans la série Smallville, où, où Clark Kent, l'acteur qui joue Clark Kent, Tom Welling, échangeait son corps avec un autre. Donc leurs deux esprits s'échangeaient. Mais voilà le problème, si l'autre acteur a joué correctement le personnage de Tom Welling jouait pas super bien le personnage, l'autre personnage. Et on ressent un peu ce problème avec les limitations de l'acteur. Mais honnêtement, moi qui avais peur pour ça, je trouve que l'acteur qui joue Henry se débrouille bien pour dépeindre Peter Pan. Et l'acteur qui joue Peter Pan, qui jouait vachement bien Peter Pan, et ben il se débrouille très bien pour jouer le personnage d'Henry. Donc déjà c'est bien, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, il se débrouille bien. Donc en ayant appris le poteau rose, le prince charmant se demande, mais si lui et Henry, où est Pan? À ton avis, débile. C'était quoi ce texte en fait? Si Henry est là, où est Pan? À ton avis? En plus, Henry lui dit lui-même qu'ils ont échangé leur corps.
c'est quoi ce truc ridicule? Enfin bon, tout le monde se jette à toute vitesse au caveau de Regina qui ne répond plus puisque Henri pend dans le corps d'Henri, ça va être difficile ça, pend dans le corps d'Henri, l'a prise par surprise et l'a endormi par surprise et s'est emparé de quelque chose. Quel est ce quelque chose, me dira-t-on? Eh bien, il s'avère que c'est la sorte de malédiction que Regina avait jetée. La grande malédiction qui avait créé Storybrooke, etc., etc. Et pourquoi veut-il la malédiction? Eh bien, en fait, par recréer un nouveau Storybrooke. Donc, en gros, s'il va mettre ça sur Reset, en fait, il va créer un nouveau Storybrooke où tout le monde oubliera tout et où il n'y aura plus de sauveuse, puisque maintenant, elle sera plus considérée comme une sauveuse, et ils pourront forger ça et créer le nouveau pays imaginaire. Ce qui est le titre de l'épisode qui a été dit à la toute fin de l'épisode. Ça fait légèrement spoiler pour le titre, mais bon, c'est pas grave, hein. donc ouais, c'est intéressant, j'imagine. Étant donné que Peter Pan est encore de mèche avec Félix, son bras droit, là, j'imagine que la personne qu'il devra tuer pour... la personne qu'il aime, qu'il devra tuer pour ça, ce sera Félix. Vous savez, j'ai le sentiment qu'il va essayer de faire ça et que ça va pas marcher et qu'il s'en rendra compte qu'en fait, la personne, il y a aucune personne il y a aucune personne qu'il aime vraiment et qu'au final, il puisse pas le faire. Ce serait un changement intéressant si c'était le cas. Par contre, si vous essayez de me dire qu'il peut relancer la malédiction comme ça, parce que, je sais pas, une connerie du genre « Oh, le sacrifice a déjà été fait une fois, il n'y a pas besoin de le refaire une deuxième fois, il n'y a aucun souci. » Et c'est de la connerie, je suis désolé, c'est de la connerie, quoi. C'est de la connerie que vous inventez au fur et à mesure pour arranger votre histoire. Et là, je le prendrai mal. Cela étant, il y a des choses qui me gavent, et surtout par rapport à la Fée Bleue, ça me gonfle un petit peu, et la seule façon que pourrait avoir la série de rattraper ça, ce serait de faire en sorte que ouais, une fois Pan vaincu, les ombres volées reviendront, et ça pourra s'arranger. C'est la seule chose qui pourrait me faire ne pas vraiment détester ça. Et puis il y a deux trois petits détails ici et là. Cela étant, c'était pas un mauvais épisode. C'était pas un mauvais épisode. Il y avait suffisamment de bonnes choses pour que ça prenne bien. Le plan de Peter Pan en soi, s'il est bien géré pour la suite, est pas mal pensé. Le fait qu'il ait essayé de manipuler Regina en utilisant son amour pour son fils, c'était relativement fourbe de sa part. Ça lance d'ailleurs une espèce de petite quiproquo de dispute un petit peu entre Regina et Emma. Emma qui trouve que son fils n'agit pas de façon normale, et Regina qui le prend mal parce que vous trouvez qu'il n'agit pas de façon normale parce qu'il veut être avec moi. Donc voilà, c'est une bonne manipulation de la part de Pan à ce niveau-là. Henri dans le corps de Pan qui se retrouve avec ses parents. Ça mène quelques petits beaux moments relativement touchants aussi, par rapport au fait qu'il voit vraiment complètement au-delà de l'apparence. C'est assez joli à ce niveau-là, quoi. C'est plutôt bien fait. Il y a pas mal de retrouvailles qui étaient sympathiques. Wendy et ses frères, je n'ai pas parlé, mais Wendy retrouve rapidement ses frères. À nouveau, ça sent le truc, c'est comme pour Ariel et Eric, ça sent le truc qui n'aura plus aucune importance pour plus tard, quoi. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux, on n'entendra plus jamais parler d'eux, au revoir, quoi. C'est sympa, merci d'avoir participé. Voilà, d'autant plus qu'ils ont une scène de retrouvailles, de réconciliation, enfin de retrouvailles tout court, qu'est-ce que je dis, de retrouvailles plutôt jolies entre eux et avec Bellfire, donc ce serait dommage qu'on les exploite pas plus. Cela étant, ouais, Wendy et ses frères, c'est pas gravissime si on les exploite pas plus. Ariel et Eric, c'est pas grave si on les exploite pas plus, je veux dire, c'est acceptable comme conclusion pour eux. Disons que ça n'a pas été des personnages extraordinaires dès le départ, donc c'est pas la fin du monde si on les voit pas plus. Si on les voit plus et qu'ils sont mieux développés, super, tant mieux. Voilà, il y a eu pas mal les scènes de retrouvailles, j'ai bien aimé, que ce soit au début de l'épisode ou à la fin quand Henry, dans le corps de Peter Pan, retrouve les siens. Pas mal de développement intéressant aussi par rapport à Crochet qui essaye de faire qui essaye de jouer le noble en disant d'accord, je te laisse
je te laisse ta bien-aimée parce que vous avez un enfant en commun, mais tout en espérant quand même pouvoir l'avoir pour moi si jamais j'en ai l'opportunité, de façon noble à nouveau, hein, sans tricher, tout en essayant en essayant quand même de noyer ça un peu dans l'alcool et surtout dans le fait d'avoir une nouvelle relation pour oublier un peu son amour qui n'a pas l'air de vouloir fleurir. C'est plutôt joli et si c'est bien développé pour la suite, ça peut être pas mal. Il y a pas mal de trucs comme ça qui peuvent être pas mal si on les développe bien pour la suite. Voilà, bon, après, j'ai pas trop parlé d'Emma alors que c'est elle qui a le rôle central dans le segment dans le présent. Elle qui a un peu du mal à accepter les moments de bonheur parce que elle est partie du principe que jusqu'à présent, et à partir de maintenant, ça va être que des sales coups qui vont lui tomber dans la gueule et que elle peut pas profiter des moments heureux comme ça. Voilà, donc elle commence à devenir assez fataliste sur le principe. Et c'est le petit truc c'est le petit lien qu'on pourrait faire avec le flashback. C'est-à-dire que oui, durant le flashback, Blanche-Neige était légèrement fataliste. Elle se dit qu'il arrivera que des merdes, mais elle a fini par surmonter ça. Mais Emma, de son côté, n'a pas réussi à surmonter ça. Voilà, c'est le petit truc. Un parallèle extraordinairement marquant pour moi, personnellement, mais ok, ça mérite quand même d'être souligné. Voilà, donc, ouais, c'était un développement plutôt pas mal du personnage d'Emma aussi. Voilà, il y a des choses qui me gonflent dans cet épisode, mais il y a suffisamment de bonnes choses pour attraper le coup. Et donc, ouais, c'est toujours aucun épisode que j'ai pas aimé dans cette saison. À bientôt pour l'épisode 11. Ciao!